Lorsque le duc de Bourgogne se résolut à lever le siège de Neuss, il était déjà trop tard. Le roi, comme il avait des intelligences de toutes sortes, le sire de Comines faisait connaître plus au juste l'état des affaires. Comment la descente des Anglais n'était pas tout à fait aussi prochaine qu'on le croyait. Comment le duc n'avait pas encore quitté Neuss, comment l'Artois était sans nulle défense. Le roi se fia à ses bons avis et se régla en conséquence. Il envoya une part de son armée qui continua à tout brûler et dévaster en Picardie et en Artois. Cependant, l'armée d'Angleterre passait la mer. Le duc de Bourgogne avait mis au service du roi Édouard 500 bateaux plats de Hollande et de Zélande. Si le roi de France avait eu beaucoup de vaisseaux et des gens exercés à bien faire la guerre sur mer, il lui était facile, surtout puisqu'on était dans la saison des longs jours et des nuits courtes, de jeter le désordre dans toute cette expédition. Mais ni le roi ni aucun de ses conseillers ne s'occupait des choses de la mer. Rien n'était si beau que cette armée d'Angleterre. Il y avait 1500 hommes d'armes montés sur de bons chevaux, la plupart bardés de fer. On comptait 15 000 archers à cheval. Beaucoup de gens de pied, des équipages de toutes sortes, des tentes, des chariots, des ouvriers pour dresser et clore le camp, une nombreuse artillerie. Le roi Édouard, en s'embarquant à Douvres, envoya au roi de France son héros nommé Jartière. Le héros fut amené à un moment où le roi avait autour de lui beaucoup de gens de sa cour. Il s'avança et remit sa lettre de défi. Elle portait sommation de rendre à Édouard d'Angleterre son royaume de France, qui lui appartenait légitimement, afin qu'il pût remettre l'Église, les nobles et le peuple en leur ancienne liberté, dont ils avaient été injustement dépouillés, et afin de faire cesser les lourdes charges et cruelles exactions auxquelles ils étaient tenus contre les lois et coutumes du royaume. En cas de refus, le roi Édouard protestait en la matière accoutumée que les maux et l'effusion du sang qui pourraient advenir ne seraient point de son fait. Le roi lisait tout bas, et chacun avait les regards fixés sur lui pour voir quel visage il faisait. Après qu'il eut fini la lettre, il emmena le héros dans un cabinet voisin. Alors le roi se mit à parler familièrement avec lui. « Je sais bien, lui dit-il, que si mon cousin le roi d'Angleterre, votre maître, s'en vient à notre royaume pour nous faire la guerre, ce n'est pas qu'il en ait lui-même grande volonté. Aussi, ne lui en sais-je nullement mauvais gré, et n'en suis pas moins son bon ami et frère. S'il a entrepris ce voyage, c'est à la requête du duc de Bourgogne, et parce qu'il est contraint par ses communes d'Angleterre. Mais il peut bien voir que la saison est presque passée. D'ailleurs, le duc de Bourgogne ne pourra l'aider en rien. Il revient de son siège de Neuss tout déconfit et ruiné, son armée est en si mauvais point qu'il n'osera pas la montrer aux Anglais. En outre, la paix est plus agréable à Dieu qu'aucune guerre que ce soit. Aussi est-elle mon plus grand désir. Voilà ce qu'en fidèle serviteur vous devriez dire à votre maître. Ce serait agir pour son bien. Vous n'en seriez pas plus mal avec moi, et si, par vos bons soins, mon cousin d'Angleterre voulait entendre à un appointement, vous auriez en témoignage de mon amitié 1000 écus d'or, outre ces 300 que je vais vous donner. » Le héros que les façons engageantes du roi et les 1000 écus d'or avaient mis en bonne disposition promit de parler à son maître, avoua qu'il ne le croyait pas très porté de lui-même à la guerre. Mais, disait-il, il ne fallait rien tenter et ne parler de rien que lorsque le roi Édouard aurait passé la mer. Le roi rentra avec le héros. Il avait l'air gai et ouvert. Le sire de Comines emmena Jartière. Alors le roi se mit à rire et à plaisanter avec tout le monde. Appelant tantôt les uns, tantôt les autres, il racontait la teneur de la lettre de défi, la faisait lire et s'enraillait un peu. Enfin, il paraissait content et rassuré, plus qu'on ne l'avait vu depuis longtemps. Les Anglais, en commençant cette entreprise, avaient compté que le duc de Bourgogne les seconderait puissamment. Ils s'attendaient à trouver une armée au moins égale à la leur, déjà en campagne, ayant déjà envahi les marches du royaume. Ils avaient espéré que les troupes du roi de France seraient d'avance harassées et mises en mauvais ordre par 2 ou 3 mois de guerre. C'était là ce que leur avait promis le duc de Bourgogne. Lors donc que le roi d'Angleterre descendant à Calais ne trouva à son arrivée en France ni le duc de Bourgogne, ni aucune armée ni magasin pour nourrir ses troupes, en un mot nul préparatif, il s'étonna beaucoup et sentit un grand mécontentement de la conduite de son allié. Les suites de cette obstination insensée qui avait retenu le duc au siège de Neuss se montrèrent alors avec évidence. Ils ne pouvaient faire une plus grande faute que de laisser les Anglais à eux-mêmes au moment où ils arrivaient dans le royaume. Leur armée était belle, il est vrai, mais ce n'étaient plus ces fameux Anglais du roi Henri V. Ceux-ci étaient sans nulle expérience de la guerre. C'était d'ailleurs une chose bien connue qu'il n'y avait rien de si maladroit et de si sot que les Anglais lorsque leur armée venait de passer la mer. Le duc avait retardé de 2 mois leur passage, et son absence lorsqu'ils arrivaient commençait par leur donner mécontentement et méfiance. La duchesse de Bourgogne se hâta de venir voir le roi Édouard, son frère. Quant au duc, il arriva à Calais que 9 jours après. Mais il était seul de sa personne, nulle armée ne le suivait. Ce qui lui en restait, après avoir perdu, plus par les maladies que par la guerre, 16 000 hommes devant Neuss, n'avaient pas pris la route de l'Artois et de la Picardie.
Outre qu'il avait honte de produire devant ses alliés une armée auparavant si belle et maintenant en pauvre état, il semblait que maintenant il eût d'autres projets. Sa colère s'était tournée contre le duc de Lorraine. Le duc de Bourgogne niait que le roi de France fût seigneur suzerain d'aucun fief de Lorraine. En conséquence, le duc de Bourgogne interdisait aux seigneurs et nobles de Lorraine de servir en rien le duc René, et leur annonçait que, les ayant ainsi prévenus, il procéderait contre eux par voie de fait, s'ils ne déféraient à ses lettres. C'était donc maintenant la conquête de la Lorraine qu'il voulait faire. La difficulté que lui semblait présenter la guerre de France, sa réconciliation avec l'empereur qu'il leurrait encore par l'espoir d'accorder sa fille à l'archiduc Maximilien, le désir de châtier ses paysans, comme il les appelait, étaient autant de motifs qui rejetaient sa pensée vers le pays des bords du Rhin. Ainsi, il proposa au roi d'Angleterre non point de joindre leurs armées, mais de faire la guerre séparément. Il allégua que tant de gens ne pourraient vivre dans un pays déjà dévasté par les Français et qu'il valait mieux s'écarter l'un de l'autre afin de trouver assez de vivres. Ce projet ne contenta pas beaucoup les Anglais. Ce n'était pas ce qu'on leur avait promis. Ils commençaient à ressentir quelques méfiances et quelques courroux. Ce leur était un grand sujet d'étonnement que ce duc de Bourgogne, qui les pressait tant et depuis si longtemps de venir faire la guerre avec lui, n'eut aucune troupe en campagne, et par là de s'en retourner presque aussitôt après avoir vu le roi d'Angleterre quand il l'avait déjà fait attendre plus d'une semaine. Quelle que fût son impatience, il ne put se dispenser d'accompagner le roi Édouard, du moins pour plusieurs jours, et prit sa route par Saint-Omer, Arras et Péronne. Lorsqu'on fut ainsi devant Péronne, le roi d'Angleterre et le duc de Bourgogne s'en allèrent vers Saint-Quentin. Les Anglais ne marchaient point d'appareil de guerre et s'avançaient sans nulle précaution comme pour entrer dans une ville amie, comptant qu'on allait venir au-devant d'eux en procession avec la croix et la bannière. Aussi leur surprise fut grande lorsqu'en approchant des portes, l'artillerie commença à tirer. Il fallut revenir, le temps était mauvais. Il tombait une grande pluie. Les Anglais rentrèrent dans leur camp mécontents et furieux. Ils ne ménageaient plus le duc de Bourgogne. Rien ne pouvait leur donner patience, eux qui venaient en toute loyauté et pour se mettre franchement en besogne, ne trouvaient partout que tromperies, que fausses promesses. Par surcroît, le duc n'en parlait pas moins de sa guerre de Lorraine, de la nécessité d'aller rejoindre son armée et voulait partir, les laissant en cet embarras. Le roi Édouard rassembla le lendemain son conseil pour délibérer sur les ouvertures que faisait le roi de France. La plupart des princes, seigneurs et conseillers furent d'avis de traiter de la paix. L'indignation contre le duc de Bourgogne était encore fort grande. L'armée commençait déjà à manquer de vivres. On s'était assuré que les passages de la Somme étaient bien gardés et qu'on ne traverserait pas la rivière sans avoir à combattre rudement. Le roi d'Angleterre avait eu l'habileté d'emmener avec lui plusieurs bourgeois de Londres et les principaux des communes qui, dans le Parlement, avaient tant voulu la guerre. Par là, il semblait les honorer et les rendre témoins et contrôleurs de cette entreprise que le peuple désirait. Mais ces honnêtes marchands, accoutumés à une vie tranquille, gros et gras comme gens qui ne bougent point de leur maison, ne s'arrangeaient pas de coucher sous la tente et d'endurer les fatigues et les misères de la guerre. Ils avaient cru qu'il s'agissait d'assister à quelques belles et glorieuses batailles, puis de revenir. Maintenant, ils voyaient que ce serait une longue et rude affaire, et ils étaient devenus partisans de la paix. Le roi Édouard voulait la paix. La plupart de ses conseillers la désiraient encore davantage. Le roi de France s'y était pris de façon à augmenter ce désir. Jamais il n'avait été si magnifique en présent et en pension. Il en fit accepter à tous les principaux serviteurs de la cour d'Angleterre. Après quelques jours, tout fut réglé, et il fut dit que les traités seraient signés par les deux rois dans une entrevue qu'ils devaient avoir. Péquigny avait été choisi comme le lieu le plus convenable. La ville et le château qui avaient été brûlés et démolis par le duc de Bourgogne étaient sur la rive gauche de la Somme. Elle n'était point guéable en cet endroit et les commissaires des deux nations y firent établir un pont en charpente. Tout cet arrangement avait été bien recommandé au roi qui, dans ces occasions, rappelait toujours comment, faute de telles précautions, était arrivée la funeste aventure de Montereau. Personne ne pouvait donc passer d'une rive à l'autre, du moins par le pont. Le roi de France arriva le premier. Il n'avait amené avec lui que 800 hommes, tandis qu'on voyait sur la rive droite toute l'armée anglaise en bataille. Chaque prince avait 4 de ses gens dans le camp de l'autre pour veiller à tout ce qui se faisait, et il était réglé que, de part et d'autre, la suite qui pourrait venir sur le pont serait de 12 personnes. Les lettres contenant les conditions que le roi avait fait remettre au roi d'Angleterre furent ensuite lues. Le chancelier d'Angleterre lui demanda si elles étaient pareilles à ce qu'ils avaient ordonné et s'il les avait pour agréables. Il répondit que oui, de même que les lettres qui lui avaient été remises de la part du roi d'Angleterre. Alors les deux rois, posant une main sur le missel, une autre sur la vraie croix, jurèrent d'observer et maintenir les promesses contenues en ces lettres. Alors le roi rappela tout le monde, fit quelques compliments gracieux et chacun des seigneurs anglais dit encore quelques bons mots. Puis les deux princes prirent congé l'un de l'autre en toute affection. Le roi d'Angleterre se mit donc aussitôt en route pour Calais. Il avait hâte de retourner en Angleterre. Tout s'était terminé à son gré et il craignait que le duc de Bourgogne ne fût assez insensé pour l'attaquer et le troubler dans sa route. Les troupes du duc de Bourgogne étaient entrées en Lorraine. Elles étaient commandées par le comte de Campobasso, qui chaque jour obtenait de son maître une plus aveugle confiance.
Un motif particulier de vengeance rendait ce capitaine ardent à cette guerre. Il avait été longtemps au service de la maison d'Anjou. Le duc René, succédant au dernier duc de Lorraine de cette branche, n'avait pas confirmé Campobasso dans les récompenses et la possession des seigneuries que lui avaient données ses prédécesseurs. Du reste, selon les usages du temps, le comte de Campobasso n'était pas tellement ennemi de son ancien maître qu'il ne lui fit secrètement offrir de trahir le nouveau. La Lorraine avait peu de moyens pour se défendre. Les comtes et autres seigneurs avaient abandonné le duc René. Ils n'avaient plus pour alliés que les confédérés du comté de Ferrette, de la Haute-Alsace et des villes libres des bords du Rhin. Après avoir, pendant le siège de Neuss, ravagé les frontières de la comté de Bourgogne et obtenu constamment l'avantage sur les gens du duc, la Confédération avait fidèlement et selon les traités envoyé des secours au duc de Lorraine. Il était manifeste qu'aussitôt qu'il serait vaincu, c'était sur les pays du Rhin que la guerre se porterait. Cette conquête de la Lorraine était une infraction à la trêve, car le duc René avait déclaré qu'il y voulait accéder. Ce prince était allé chez le roi de France implorer sa protection et ses secours, de sorte que sur cela s'était établie une nouvelle négociation. Tout le pays était soumis, hormis Nancy, devant lequel il était allé mettre le siège. Le duc René ne pouvait secourir la ville et ne songeait à la sauver que par le roi de France. Elle était défendue seulement par les habitants et par leurs alliés de Strasbourg, Colmar, Bâle et du pays de Ferrette. Ils combattaient vaillamment et faisaient grande résistance. On pouvait croire pourtant qu'ils seraient bientôt contraints à se rendre. Dans cette espérance, le duc remettait de jour en jour les ambassadeurs du roi. De son côté, celui-ci se pressait d'autant moins de donner un consentement formel à la conquête de la Lorraine qu'il savait que le comte de Campobasso avait fait promettre secrètement au duc René de traîner le siège en longueur. Le duc de Bourgogne était comme abandonné de Dieu et marchait dans une voie de perdition. La grandeur de sa puissance et de sa richesse, son ambition de gloire et de conquête, sa volonté absolue qui ne pouvait souffrir les conseils, sa haine du repos, sa complaisance en lui-même qui le livrait à ses propres désirs et à ses passions furieuses, l'avaient rendu de plus en plus insensé, et maintenant il semblait accomplir une sorte de malédiction du ciel. Il était odieux à ses sujets et n'aimait plus que les étrangers. Il remplissait son armée de Lombards et d'Italiens qu'il recrutait sans cesse chez le duc de Milan, devenu un de ses meilleurs alliés. Toute sa confiance était uniquement accordée au comte de Campobasso. Nul avertissement ne pouvait lui ouvrir les yeux sur ce capitaine. Le trouvant complaisant à ses volontés, prêt à approuver tous ses desseins, il n'écoutait plus que lui, sans pour cela lui témoigner plus d'amitié, ni être pour lui un moins rude maître. Toutefois, sa fortune jeta encore un dernier éclat. Le 29 novembre, la ville de Nancy s'était rendue. Le lendemain, il fit une entrée triomphale. Auprès de lui chevauchait magnifiquement armé et habillé le prince de Tarente, fils du roi de Naples, arrivé depuis quelques jours, le duc de Clèves, les comtes de Nassau, de Chimay, de Campobasso, Antoine, grand bâtard de Bourgogne. Le duc était resplendissant d'or et de pierreries. Il portait une barrette rouge entourée de sa couronne ducale, qui était si riche de diamants et de perles qu'elle valait, disait-on, tout un duché. Il se rendit à l'église Saint-Georges, entendit la messe, prêta serment de conserver les privilèges de la ville et du duché et revint à pied, laissant, selon la coutume, son cheval tout harnaché aux chanoines de la cathédrale. Le duc avait la volonté de demeurer possesseur de la Lorraine. Il venait aussi de conclure un traité d'alliance avec l'empereur qui avait été signé au siège même de Nancy. S'étant donc assuré que nul ne contredirait sa prise de possession du duché de Lorraine, il se comporta en conséquence et, comme un nouveau souverain, se montra courtois et gracieux à tout venant. Les portes de son hôtel étaient ouvertes à gens de tout état. Il écoutait leurs demandes, faisait justice à leurs griefs et montrait volonté de gagner les cœurs des sujets qu'il venait de conquérir. Ayant assemblé les états du duché, il dit que leur serait bon prince, que Dieu lui ayant fait la grâce de lui donner la Lorraine, il la gouvernerait en toute justice, que la ville de Nancy lui plaisait plus que nulle autre, qu'il en voulait faire la capitale de ses états, l'agrandir, la rendre belle et bien bâtie, qu'elle serait le siège d'une cour souveraine de justice, finance, aide et trésor, qu'elle pouvait assurer sur sa faveur et sa protection, qu'aucun prince de la chrétienté n'était mis en état de la garder et défendre, que lui portant une spéciale affection, il avait le projet d'y bâtir un bel hôtel, et que c'était à Nancy qu'il comptait finir ses jours. Enfin, il parla si bien que les gens des États disaient qu'il n'y avait pas un prêtre assez habile pour faire un aussi beau sermon. Après avoir réglé les affaires de la Lorraine, il donna ordre à son armée de s'assembler à Toul dès le mois de janvier. Une telle volonté n'était pas peu surprenante. Chacun se demandait comment, après avoir accompli si facilement une si belle conquête que personne ne lui disputait, il s'en allait commencer une guerre et se remettre en campagne au milieu de l'hiver, avec une armée encore toute fatiguée et troublée du siège de Neuss, et qui semblait exiger au moins une année de repos pour être remise à point et en bonne ordonnance. Ce qui l'engageait à se hâter de la sorte, c'était le ressentiment furieux qu'il avait contre les Suisses, et l'espérance de se venger facilement d'un peuple si pauvre et si rustique.
Depuis qu'ils étaient devenus les alliés du roi de France, ils s'étaient, il est vrai, comportés sans nul ménagement envers leur ancien ami, le duc de Bourgogne. Après le secours prêté aux gens de Ferrette, la guerre avait continué sur les marches de la comté de Bourgogne. On était venu jusqu'aux portes de Besançon et le trouble avait été si grand dans toute la province que le prince de Tarente s'était vu arrêté dans sa route lorsqu'il venait d'Italie et contraint de changer de chemin. En outre, pour s'assurer les passages du Jura, les gens de Berne s'étaient emparés des forteresses de Grandson qui appartenaient au sire de Châtel-Guyon, un des principaux seigneurs de la cour de Bourgogne. Cependant, ils avaient maintenu leurs anciennes alliances avec la maison de Savoie, bien qu'elle fût devenue soumise et même zélée pour les intérêts et les desseins du duc. Charles-Jacques, comte de Romont, oncle du jeune duc Régnant, était un des principaux chefs de l'armée bourguignonne. Il attirait sans cesse une foule de Savoyards au service de ce prince. Son frère Louis, évêque de Genève, était aussi du parti opposé au roi de France, et même Madame Yolande de France, sa sœur, duchesse régente, ne gardait plus aucune apparence envers lui. C'était sous sa médiation que le duc de Milan avait contracté alliance avec le duc de Bourgogne. L'espoir d'obtenir pour son fils mademoiselle Marie de Bourgogne semblait le motif de cette partialité qu'on n'eût pas attendue d'une princesse de France. En véritable sœur du roi Louis, elle n'ignorait pas néanmoins l'art de ménager les deux parties à la fois et de se conserver des ressources à tout événement. Ainsi elle entretenait les Suisses de promesses et d'assurances amicales, s'efforçant de les apaiser lorsqu'ils alléguaient quelques griefs. Après avoir mis à feu et à sang tout le pays, situé aux environs des lacs de Neuchâtel et de Morat, les Suisses entrèrent dans le pays de Vaud. Les Suisses continuèrent leur marche le long du lac de Genève. Le duc de Bourgogne était loin de renoncer à posséder ce pays. Ses idées d'un vaste royaume de Bourgogne le tenaient plus que jamais. Ses regards toutefois en ce moment se tournaient avec plus de complaisance vers le Midi. Ses intelligences étaient plus actives encore qu'auparavant avec le roi René, et il s'assurait de devenir par son testament héritier de la Provence. La Savoie était autant en son pouvoir qu'aucune province de ses États. Le duc de Milan était son allié. Son armée était remplie d'Italiens qu'il aimait plus que nul autre soldat, de telle sorte qu'en s'emparant de la Suisse, outre la joie de punir ses ennemis, il se trouvait placé au centre de sa puissance. Déjà, il se voyait passant les Alpes comme un autre Hannibal, car c'était alors son héros favori, et il en parlait sans cesse. Il se réjouissait aussi de l'idée d'aller montrer et aux princes et au peuple d'Italie sa grandeur, sa richesse et cette pompe dont il était environné. En vain, quelques sages conseillers essayaient non sans crainte de le détourner de cette entreprise. Ils lui parlaient de la rigueur de la saison, du soin de son armée, des difficultés de la guerre dans les montagnes, de la pauvreté du pays qu'il voulait conquérir, de la vaillance désespérée des Suisses. C'était en vain, il imputait à lâcheté leurs bons et loyaux avis. Sa résolution ainsi prise, le duc quitta Nancy pour aller se mettre à la tête de son armée. Tout en se refusant de se déclarer ouvertement pour les Suisses, le dessein du roi était bien de les encourager et servir par toutes sortes de moyens. C'est ce qu'il avait fait bien souvent. Le roi commença à envoyer des messages aux Suisses pour les assurer de sa bonne volonté et leur promettre de l'argent. Mais comme l'armée du duc se tenait déjà entre la France et le pays de Suisse, les communications étaient difficiles. Il fallait employer des mendiants, des pèlerins ou des hommes travestis. Le roi pressait aussi l'archiduc Sigismond et les villes du Rhin d'être fidèles à l'alliance des Suisses et de les secourir de tout leur pouvoir. Le duc de Bourgogne s'était avancé promptement avec sa grande et forte armée. Il avait amené de Lorraine à peu près 30 000 hommes. 6 000 hommes lui arrivèrent aussi du Piémont et du Milanais. L'artillerie était la plus belle qu'on eût jamais vue. Toutes celles qu'il avait eues devant Neuss s'étaient augmentées des canons dont il s'était emparé en Lorraine. Quant aux bagages de cette armée, ils étaient immenses. Jamais le duc n'avait marché en si grande pompe. Il traînait avec lui toutes ses richesses, sa chapelle, ses joyaux, ses belles armures, ses services d'or, de vermeil et d'argent. Ses tentes et ses pavillons brillaient d'or et de soie. Ce n'était point qu'il eût pour sa personne le goût de la mollesse ou du faste. Au contraire, il se plaisait parfois à se montrer au milieu de cette magnificence, vêtu d'un mauvais petit habillement gris. Mais sa splendeur avait crû avec son orgueil. Il aimait apparaître aux yeux des princes et des ambassadeurs de la chrétienté dans un appareil qui leur imposa et leur donna l'idée de sa grandeur, prenant ainsi par avance l'extérieur de cette puissance royale et impériale qu'il rêvait de plus en plus. Il était fier de mener à sa suite et de tenir au-dessous de lui des princes et des grands seigneurs. Autour du duc et des princes, on voyait mêler aux gens de guerre une foule de valets, de marchands, de femmes et de filles de joyeuse vie.
Toute cette multitude occupait à la ronde les villes, les bourgs, les villages, les campagnes, et retentissait au loin dans les montagnes et les vallées du Jura, dont les pauvres habitants n'avaient jamais rien imaginé de pareil. L'épouvante était répandue sur tous les confins de la comté de Bourgogne. Bientôt arriva toute l'armée du duc de Bourgogne. Son projet était de marcher sur Berne et Fribourg, de tout ravager sur son passage et de brûler ces deux villes, afin de jeter le pays dans la consternation et l'abattement. Dès que les gens de Berne avaient été avertis de la marche du duc de Bourgogne, ils avaient écrit de toutes parts à leurs confédérés des ligues suisses et à leurs alliés pour leur donner courage et demander secours. Le duc savait, par les secrètes intelligences, que les forces des ennemis s'étaient fort augmentées, mais il était loin de les croire aussi nombreux. Le duc était pourtant un habile chef de guerre, mais à force de se fier à sa fortune, de se livrer à son orgueil, de repousser les bons avis qui ne lui plaisaient pas, il en était venu à agir contre ce que son intérêt requérait le plus évidemment, contre ce qu'il savait et entendait mieux que tout autre 10 ans auparavant. Dans la journée du 1er mars, les Suisses s'étaient avancés. Le 2, dès le matin, après avoir entendu la messe au camp de ceux de Lucerne, s'avancèrent sur les hauteurs. Le combat s'engagea, et les Bourguignons ne tardèrent pas à être repoussés. Pour lors, après s'être encore un peu avancés, les Suisses, de la hauteur où ils étaient, aperçurent toute l'armée bourguignonne qui, en ordre non de bataille mais de marche, occupait la route le long du lac. Chaque partie n'avait connu ni les desseins ni la position de l'autre. Néanmoins, des deux parts, on se résolut à combattre. Le duc, monté sur un grand cheval gris, parcourut les rangs, disposa ses troupes, donna ses ordres. « Marchons assez vilains encore », disait-il. « Que ce ne soit pas gens dignes de nous. » Cependant, les Suisses, dès qu'ils avaient vu l'engagement de leur avant-garde, avaient suivi le même chemin. Et maintenant, une troupe nombreuse se trouvait au-devant de l'avant-garde des Bourguignons. D'un pas ferme et en belle ordonnance, ils descendirent des hauteurs vers une petite plaine au bord du lac. Quand ils furent proches des Bourguignons dans les vignes qui couvrent les dernières pentes du coteau, ils se mirent selon l'ancien usage de leur père, dévotement à genoux, se découvrirent la tête et firent leur prière en se recommandant à Dieu. Les Suisses s'avancèrent en bataille en carré, faisant un rempart de leurs longues piques et de leurs hallebardes. Les bannerets portant leurs enseignes se tenaient au milieu des bataillons. Dans les intervalles étaient les canons qui tiraient sans cesse. Là fut le fort du combat. Le duc Charles faisait porter devant lui la grande bannière de Bourgogne et animait ses gendarmes. Tout avait été disposé avec si peu de prudence qu'il n'avait là que son avant-garde, l'élite de ses hommes d'armes et cavaliers, et peu d'archers, d'arquebusiers et d'artillerie. Cependant les Suisses avançaient toujours, et peu à peu les Bourguignons furent ramenés au bord de l'Arnon, après avoir perdu leurs plus nobles et leurs plus illustres combattants. Le duc se trouvait enfin repoussé vers le gros de son armée dont son imprudence l'avait séparé. Il pensait retrouver là tout son avantage, mais pendant le combat, le reste des Suisses avait continué à gagner les hauteurs. Le duc vit tout à coup paraître à sa gauche sur les collines une foule d'ennemis bien plus grande encore que celle qu'il avait déjà combattue. Ils avançaient avec un bruit effroyable en poussant le cri « Grand son! Grand son !» comme pour rappeler leurs confédérés mis traîtreusement à mort. Bientôt on entendit au loin le son retentissant des troupes d'Uri et d'Unterwald. C'étaient deux cornes d'une merveilleuse grandeur qui, selon la tradition de ces peuples, avaient jadis été données à leurs pères par Pépin et Charlemagne, et qui servaient à les exciter et les rallier dans les combats. Deux hommes robustes soufflaient à perte d'haleine dans ces deux cornes qui se nommaient vulgairement le taureau d'Uri et la vache d'Unterwald. Et par 3 fois faisaient retentir dans les montagnes ce son prolongé et terrible que les Autrichiens redoutaient depuis si longtemps et que les Bourguignons apprirent aussi à connaître. Le ciel s'était éclairci et le soleil de ce jour d'hiver éclairait vivement cette nouvelle armée qui descendait des hauteurs. Toutefois, le duc ne perdit pas courage. Il s'en allait de tous côtés, ralliant ses gens, essayant de les mettre en bataille, se jetant tout le premier à travers le danger. C'était peine et vaillance perdue. La retraite précipitée de la cavalerie et des meilleurs hommes d'armes avait déjà commencé à répandre le trouble et l'épouvante dans le reste de l'armée. Mais lorsqu'on entendit les cris de ces gens des montagnes et le son effroyable et nouveau de leurs trompes,
Lorsqu'on les vit descendre tête baissée et à grands pas comme si rien ne dût les arrêter, lorsque les coulevrines qu'ils avaient amenées commencèrent à tirer à l'improviste, alors le désordre se mit dans tout le camp. Une terreur panique s'empara des esprits. Les Italiens les premiers prirent la fuite. Tous couraient éperdus çà et là, hâtant leur course sans s'arrêter un instant et comme poursuivis par une puissance invisible. Le duc les rappelait par ses cris, les accablait d'injures, les frappait à grands coups d'épée. Accablé de fatigue, épuisé de douleur et de rage, resté presque le dernier lui-même enfin prit la fuite, n'ayant plus ni camp ni armée, et s'en alla à l'aventure, suivi de 5 seulement de ses serviteurs. Les Suisses n'avaient que peu de gens à cheval et le pays n'était point favorable au mouvement de la cavalerie. Dès que les bourguignons furent entièrement dispersés et leur retranchement sans défense, toute poursuite cessa et les vainqueurs, se jetant à genoux, remercièrent Dieu qui leur avait accordé une si belle victoire. Déjà le pillage du camp avait commencé. Des valets et des gens qui n'avaient point combattu s'étaient précipités pour avoir part à ce butin. Les chefs tentèrent de mettre autant qu'il se pourrait un peu de bon ordre dans le partage de tant de richesses. Il fut bien difficile d'empêcher l'empressement d'avidité que devait exciter une telle proie. Cependant, la plupart de ces pauvres Suisses étaient loin de connaître la valeur de tout ce qu'ils avaient conquis. Jamais de pareille magnificence n'avait paru à leur regard. Ils ne savaient ni ce qui était beau ni ce qui était rare. Comme des sauvages, ils s'émerveillaient de tout cet éclat, mais ignoraient l'usage ou le prix de tant de choses inconnues à eux, simples habitants des montagnes. Ils vendaient la vaisselle d'argent pour quelques deniers, ne pensant pas qu'elle fût d'autre matière que d'étain. Les vases d'or et de vermeil leur semblaient lourds et incommodes, et comptant qu'ils étaient de cuivre, ils se hâtaient de les changer ou de les vendre pour peu de choses. Le gros diamant du duc, celui qu'il portait à son cou, qui n'avait pas son pareil dans la chrétienté ni peut-être dans le monde, et qui avait autrefois orné la couronne du grand Mogol, fut trouvé sur le chemin, où quelques serviteurs du duc l'avaient sans doute laissé tomber en fuyant. Il était enfermé dans une petite boîte ornée de perles fines. L'homme qui le ramassa garda la boîte et jeta le diamant comme un morceau de verre. Ces magnifiques tentures de soie et de velours brodées en perles, ces cordes tressées d'or qui tendaient et attachaient le pavillon du duc, ces draps d'or et de damas, ces dentelles de Flandre, ces tapis d'Arras, dont on trouva une incroyable abondance enfermée dans des caisses, furent coupés et distribués à l'aune, comme de la toile commune dans une boutique de village. Sa tente était entourée de 400 autres, où logeaient tous les seigneurs de sa cour et les serviteurs de sa maison. Au dehors brillait l'écusson de ses armes ornées de perles et de pierreries. Le dedans était tendu de velours rouge brodé en feuillage d'or et de perles. Des fenêtres dont les vitraux étaient enchâssés dans des baguettes d'or y avaient été ménagés. On y trouva le fauteuil où il recevait les ambassadeurs et donnait ses solennelles audiences. Il était d'or massif. Ses armures, ses épées, ses poignards, ses lances montées en ivoire étaient merveilleusement travaillées et la poignée étincelait de rubis, de saphir, d'émeraude. Son sceau qui pesait 2 marques d'or, ses tablettes reliées en velours qui renfermaient le portrait du duc Philippe et le sien, son collier de la toison d'or où les étincelles des fusils étaient figurées en rubis, enfin un nombre infini de meubles et de joyaux précieux furent aussi pillés ou partagés. La tente qui servait de chapelle renfermait presque autant de richesses. C'était là que se trouvait la châsse de Saint-André en cristal, le riche chapelet du bon duc Philippe, un livre d'heures couvert de pierreries, un ostensoir qui était aussi d'une merveilleuse richesse. Outre ces objets de faste et toute cette royale magnificence, le camp de Granson renfermait un butin dont les Suisses connaissaient mieux la valeur. Ils y trouvèrent 400 pièces d'artillerie, bombardes ou coulevrines, soit pour les sièges, soit pour les batailles, 800 arquebuses accrochées, comme on appelait l'artillerie de main, 300 tonneaux de poudre. Chaque ville eut sa part dans cette glorieuse et profitable prise. On eut encore à distribuer un nombre infini de lances, de haches de bataille, de masses d'armes en plomb ou en fer, d'arcs, d'arbalètes, de flèches fabriquées en Angleterre, dont quelques-unes étaient empoisonnées, de brides pour les chevaux. Enfin, le duc avait amené avec lui de quoi armer presque autant d'hommes que son camp renfermait. Ce fut encore un glorieux trophée que toutes les bannières, étendards et pénons de tant de princes et de seigneurs qui s'en allèrent orner les églises de toutes les villes des confédérés. Le trésor du duc fut pris aussi et fidèlement distribué entre chacun des alliés. Il était si riche que le partage s'en fit sans compter ni peser, mais en mesurant à plein chapeau. L'abondance des provisions de vivres n'était pas moindre. Le blé, le vin, la viande salée, les barils de hareng, le sel, les épiceries de toutes sortes chargeaient une suite infinie de chariots, sans parler de ce qui fut trouvé dans les boutiques et magasins que des marchands étaient venus établir tout autour du camp. En approchant des murs de la ville de Granson, les alliés aperçurent les arbres, encore chargés des cadavres de la garnison. Les gens de Berne et de Fribourg reconnaissaient parmi ces malheureux leurs parents, leurs amis, leurs compagnons.
et cette vue allumait en eux un désir furieux de vengeance. Le château de Grandson renfermait encore une garnison de Bourguignons. On y courut aussitôt. Elle n'avait nul moyen de se défendre, et se rendit sans condition. Il n'y avait pas de miséricorde à espérer. Une partie fut précipitée du haut de la tour du château, d'autres furent amenés vers les arbres où pendaient les corps des Suisses, et par impitoyables représailles ils allèrent les remplacer, étranglés avec les mêmes cordes. Il y en eut aussi de jetés dans le lac. La duchesse de Savoie ne se rejeta pas si entièrement du côté du roi. Elle lui envoya un secret message pour s'excuser de s'être alliée avec son adversaire et pour témoigner le désir de se réconcilier. Mais, toujours semblable à son frère, elle voulait se ménager pour l'événement, quel qu'il fût, temporiser et voir si le duc de Bourgogne ne se relèverait point de l'échec qu'il avait reçu. Le roi ne faisait nul semblant de connaître sa secrète intention et lui faisait porter des paroles plus gracieuses encore que de coutume. Il aimait assez cette sœur, elle lui plaisait parce qu'elle était sage et habile, bien qu'en ce moment ce fût pour lui un motif d'embarras. D'ailleurs, lui aussi voulait attendre. La journée de Grandson l'avait rendu fort content, mais il lui fâchait que les Bourguignons y eussent perdu si peu de gens. Il y avait eu plutôt une déroute qu'une bataille, et il n'avait pas péri 1000 hommes. C'était un motif pour que le duc ne renonçât pas à ses projets. La vengeance le rendait même plus ardent et plus obstiné. Il était dans un horrible chagrin. Personne n'osait lui parler, ni l'aborder. Le prince de Tarente lui adressa les premières paroles de consolation. Sa pensée n'était portée qu'à recommencer la guerre et à assembler une plus forte armée. Toutefois, il avait le sens troublé et luttait à grand-peine contre le chagrin qui le dévorait. Ses forces ne pouvaient suffire à tant de tourments d'esprit, à tant de fatigue du corps. Il tomba malade. Le désespoir et l'abattement le saisirent. Sa raison était presque égarée. Il ne voulait se laisser voir à personne et laissait même croître sa barbe. Lui qui ne buvait jamais de vin et qui, pour se calmer et se rafraîchir, avait coutume de manger de la conserve de rose, maintenant, pour surmonter sa douleur et sortir du découragement où il était plongé, buvait du vin pur en abondance. Mais triste et mélancolique comme il était, sans amis pour le plaindre, pour l'écouter et lui relever le cœur, sans convive dont la familiarité pût dissiper un instant ses soucis, cette façon de vivre et cette ivresse morne et solitaire ne pouvaient qu'aggraver son chagrin et sa maladie. La duchesse de Savoie vint le voir à Lausanne pour lui donner quelques consolations. Déjà, elle lui avait, après la déroute de Grandson, envoyé des étoffes de soie et tout ce qu'il lui fallait pour se vêtir. Elle s'efforça de lui inspirer bonne espérance et lui promit ses secours. Enfin, après 15 jours, il reprit sa vie accoutumée. Il reçut l'ambassadeur de l'empereur et la semaine suivante, il célébra avec les cérémonies accoutumées les solennités du temps de Pâques. Dès lors, il retrouva toute son activité et s'occupa avec une merveilleuse ardeur à refaire son armée. Il fit assembler des hommes dans ses États, il recruta de nouveau en Italie. Les cloches des églises de la comté de Bourgogne et du pays de Vaud lui servirent à faire fondre des canons. Jamais il n'avait été si terrible dans ses volontés. Jamais il n'avait commandé plus rudement à ses serviteurs. C'était toujours sous peine de la vie qu'il leur enjoignait d'exécuter ses ordres, tels difficiles qu'ils puissent être. Bientôt il commença à avoir une nouvelle armée, presque aussi nombreuse que la première. Outre ce qu'il en retrouva, il lui arriva 5000 hommes de Gand et de Flandre, 6000 de Liège et de Luxembourg, 4000 de Bologne et des États du Pape, qui lui étaient très favorables. Cependant, les gens de Berne et de Fribourg, qui voyaient de tels préparatifs se faire sous leurs yeux, qui savaient de quelle rage était animé le duc de Bourgogne, n'oubliaient rien pour se mettre en défense. À Berne, chaque famille dans laquelle se trouvait un père et un fils ou 2 frères en état de porter les armes reçut l'ordre d'envoyer un des 2 à Morat pour former la garnison de cette ville qu'on regardait comme le boulevard de Berne. Tous les habitants des pays sujets de la communauté eurent commandement de se trouver rassemblés en un mois avec leurs armes, leur artillerie, leurs provisions. En outre, les Suisses pouvaient compter sur leurs alliés d'Allemagne, plus encore qu'auparavant. La victoire de Grandson, remportée en commun, était un nouveau motif d'espérance et de courage. L'archiduc Sigismond, les villes de Strasbourg, de Bâle, tout le pays d'Alsace était mieux disposé que jamais pour les Suisses. La guerre et les courses sur les marches de la comté continuaient même encore du côté de Montbéliard. Les efforts que faisait l'empereur pour ralentir ce zèle n'y pouvaient rien changer. D'ailleurs, sa médiation n'était pas même acceptée par le duc de Bourgogne, qui ne rêvait que vengeance et conquête. Quant au roi de France, il excitait au contraire de son mieux tous les alliés des Suisses, et lui-même leur montrait plus d'amitié que jamais. Dans le même temps, le roi donna une autre preuve de sa volonté de ne point offenser le duc de Bourgogne. Depuis que la Lorraine avait été conquise, le duc René ne cessait de solliciter des secours pour y rentrer. C'était un jeune et vaillant prince. Comme il ne lui restait plus de tous ses états que la seule ville de Saarburg, il n'avait plus ni revenus ni argent. Ses sujets avaient fait et même assez volontiers serment au duc de Bourgogne. Ses serviteurs même l'avaient abandonné, aussi était-il fort à charge au roi. D'autant plus importun que le duc René pouvait lui reprocher de l'avoir entraîné à sa perte et de n'avoir tenu aucune de ses promesses. Enfin, là de sa situation à cette cour de France où il semblait être un objet d'ennui et de dédain, le duc René demanda à s'en aller en Allemagne afin d'y tenter quelque entreprise.
Le roi, pour se débarrasser de ses importunités, lui accorda une escorte de 400 lances. Lorsqu'on sut dans la ville de Lyon le dessein qu'avait le duc de Lorraine d'aller aider à ses vaillants Suisses et combattre le duc de Bourgogne, le peuple en montra une joie infinie et lui fit un bien autre accueil que le roi ou ses serviteurs. Il se rendit en Lorraine. Le pays n'était pas tranquille. Ses vassaux, après s'être soumis au duc de Bourgogne, le voyant en mauvaise fortune, commençaient à se soulever. Le duc René, qui venait d'hériter une somme de 200 000 écus et à qui le roi avait donné quelque argent, leva des hommes, voulut aussi tenir la campagne et alla mettre le siège devant Vaudémont, qui n'était pas en état de se défendre. Après avoir augmenté les privilèges de ses fidèles habitants, il se rendit à Strasbourg pour réclamer le secours de ses bons et vaillants alliés, les confédérés d'Alsace. Il lui fut répondu qu'on ne pourrait pas en ce moment lui en donner, que toutes les forces de la ville seraient employées à combattre avec les Suisses contre le duc de Bourgogne, qu'il importait de ne se point diviser et de décider d'un seul coup toutes les querelles que chacun pouvait avoir contre l'ennemi commun. Les gens de Strasbourg et l'évêque conseillèrent donc au duc René de se joindre aux gens qu'ils envoyaient en toute hâte du côté de Berne pour s'opposer au duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, après 2 mois de séjour à Lausanne, se trouva de nouveau à la tête d'une forte armée. Avant de la mettre en mouvement, il en fit la revue. Sa parole, toujours impérieuse, avait quelque chose de bref et d'entrecoupé qui témoignait la colère plus que la fermeté. Il parla à ses troupes, les excita à se venger des Suisses qui lui avaient fait tant de mal, promit de donner des domaines et des seigneuries aux principaux chefs de son armée et le pillage des villes et des campagnes aux soldats. « Par Saint-Georges, nous aurons vengeance, disait-il. Vive Bourgogne !» criaient ces gens en passant sous ses yeux. Toutefois, ils étaient loin d'avoir la même confiance et la même affection qu'auparavant. Le souvenir de Granson était encore présent à leur esprit. Ils ne croyaient plus au bonheur et à l'habileté de leur chef. Sa rudesse, sa cruauté, les misères qui leur faisaient souffrir sans jamais les consoler ni les plaindre leur donnaient une haine qui, maintenant que la victoire n'imposait plus le silence et le respect, était prête à éclater. D'ailleurs, dans cette armée formée à la hâte, il y avait beaucoup de gens rassemblés par contrainte en Flandre, en Artois, en Picardie, en Bourgogne, et ils maudissaient de toute leur âme la guerre où on les amenait malgré eux. Le duc n'était pas d'un naturel à s'inquiéter de la volonté de ses soldats. Il lui suffisait de les faire obéir, et en aucun temps il ne s'était montré plus violent et plus absolu. Il avait espéré d'abord que les Suisses viendraient l'attaquer dans le pays de Vaud, où le terrain était plus commode, où les habitants sujets de la maison de Savoie lui étaient plus favorables. Les gens de Berne étaient loin d'en avoir la pensée. L'armée qui avait vaincu à Granson était toute dispersée. Les montagnards étaient retournés dans leur pays. C'était la saison du pâturage, et il n'était plus aussi facile de les tirer de chez eux que lorsque la neige couvrait toutes les Alpes. En outre, ne voyant pas le duc de Bourgogne entrer en Suisse, il leur avait paru que la guerre n'était plus qu'une querelle particulière des Bernois et de la duchesse de Savoie. Ils s'étonnaient même qu'on leur demandât de venir défendre Morat, qui n'appartenait nullement aux ligues, mais à la Savoie. Cependant, une assemblée avait été tenue à Lucerne, où l'on avait réglé avec soin toutes les choses de la guerre. Maintenant que l'ennemi s'avançait avec toute sa puissance, il fallait, pour lui résister, réunir de nouveau les confédérés. Les messagers partirent de tous côtés. On continua à fortifier Morat et à le mettre en état de se défendre contre une si nombreuse armée. Il y a environ 6 lieues de Morat à Berne, et la rivière de la Sanne sépare cet intervalle en 2 portions à peu près égales. C'était sur la rive droite, du côté de Berne, que les Suisses assemblaient leur armée, encore bien un peu nombreuse. Dans cette situation, ils attendaient les Bourguignons, et chaque jour, il leur arrivait de nouveaux renforts envoyés par leurs alliés. Bientôt, Morat fut environné de tous côtés, hormis vers le lac, par où arrivaient pendant la nuit de petites barques. Le grand bâtard de Bourgogne tenait le siège. La tente du duc, ou plutôt un logis en bois qu'on lui construisit, était placée vers les hauteurs sur la route de Fribourg. « 70 grosses bombardes venaient d'abattre un large pan du mur. Les assiégeants crièrent « Ville gagnée » et coururent à la brèche, mais les Suisses y étaient aussi et soutinrent bravement le choc. On combattit pendant 8 heures sur la muraille et dans le fossé. À la nuit, les Bourguignons se retirèrent, ayant perdu 700 hommes. Le chef de leur artillerie avait été tué d'un coup d'arquebuse. Le siège n'avançait pas. Toutes les nuits, il arrivait par le lac des munitions et même des renforts dans la ville. 4000 combattants que le gouverneur de Nice amené de Savoie furent attaqués et dispersés par la garnison de Fribourg avant d'arriver au camp de Morat. La ville de Berne était en grand effroi, se voyant menacée de si près. Les bannières sortirent. Toutefois, l'armée des Suisses ne se mit pas encore en marche. Elle n'était pas complète. Mais de jour en jour, d'heure en heure, les confédérés arrivaient. Tandis que le duc de Bourgogne s'obstinait au siège de Morat, ses ennemis assemblaient à loisir toutes leurs forces jusqu'au moment où elles suffiraient pour le vaincre. Il redoublait cependant d'efforts pour remporter cette ville qu'une garnison de 2000 hommes défendait contre une armée 20 fois plus nombreuse. La grosse artillerie tirait jour et nuit. De toutes parts, la muraille était ouverte et ruinée.
2 fois, le duc de Bourgogne fit tenter de nouveaux assauts. Le fossé fut comblé, les échelles dressées, tout fut inutile. Les assaillants ne purent un seul instant se maintenir sur la brèche. Cette merveilleuse résistance avait donné aux confédérés le temps d'arriver au secours des Bernois. Puis arriva le duc de Lorraine, avec 300 chevaux. Ce prince fut reçu avec grande joie par les Suisses, et il gagna de plus en plus leur affection. Il était jeune, actif, parlant bien, simple en ses manières et ses habillements. Rebuté par le roi, il venait dans sa détresse s'adresser aux Suisses, mettait en eux tout son espoir, faisait loyalement cause commune, et n'avait pas un plus grand ennemi que le duc Charles, leur cruel adversaire. Pour passer la Sanne et aller chercher les Bourguignons, on n'attendait plus que les gens de Zurich. On envoyait à chaque instant des messages pour hâter leur marche. Il n'y avait pas un moment à perdre. 1 heure de retard pouvait livrer Morat aux ennemis. Sans tarder davantage, l'armée s'était cependant mise en mouvement pour passer à Sanne. Enfin, le 21 juin au soir, pendant que tous les habitants de Berne étaient dans les églises à prier Dieu pour la bataille qui allait se donner, on annonça que les gens de Zurich arrivaient. Aussitôt, toute la ville fut illuminée. On dressa des tables devant toutes les maisons, on y servit à boire et à manger. Chacun fit fête aux hommes de Zurich, mais aussi on les pressait de ne point s'arrêter plus longtemps et de continuer leur route, afin d'arriver au camp avant la bataille. Le lendemain, à la pointe du jour, l'armée des confédérés entendit les matines, puis les chefs s'assemblèrent en conseil pour régler l'ordre de la bataille. Il fut résolu qu'on enverrait une petite troupe du côté du comte de Romont, afin qu'en se joignant aux habitants du pays, elle l'empêchât de prendre part à la bataille, tandis que toute l'armée s'en irait attaquer le duc. La cavalerie était nombreuse. On la plaça aux ailes sous les ordres du duc de Lorraine, qui en outre avait un grand nombre de piquiers, de hallebardiers et de coulevriniers. En tout, les Suisses avaient environ 34 000 combattants. Le duc, quoi qu'on en pût dire, n'en avait pas davantage, peut-être même un moindre nombre. Une chaîne de collines assez élevée qui règne entre Morat et le cours de la Sanne dérobait aux Bourguignons la marche des Alliés et la disposition de leur armée. Une forêt couvrait les 2 pentes de ces coteaux. C'était là que les Suisses faisaient tous leurs préparatifs pour la bataille et se plaçaient dans l'ordre réglé. Dès la veille, lorsque le duc de Bourgogne eut appris que les Suisses passaient la rivière, il en avait eu grande joie. Il voulait même marcher à leur rencontre, mais la pluie était si forte qu'il remit l'attaque au lendemain. Ses capitaines risquèrent de lui donner quelques conseils qui ne furent pas mieux écoutés qu'un grand son. Leur avis était de lever le siège de Morat et d'attendre l'ennemi en plaine, où la cavalerie pouvait avoir un avantage qu'elle perdait sur un terrain inégal et coupé. La gauche de son armée, commandée par le grand bâtard de Bourgogne et le sire de Ravenstein, était appuyée au lac et touchée presque au mur de Morat. Le corps de bataille, sous les ordres de Philippe de Crèvecoeur, s'étendait entre les villages. Quant au duc, il était à la droite avec ses archers à cheval et la meilleure cavalerie de l'armée. Les Lombards et les Italiens étaient presque tous à la gauche avec le grand bâtard. Le soir d'auparavant, le duc avait eu le chagrin de voir le prince de Tarente qui jusqu'alors les avait commandés prendre congé de lui pour aller trouver le roi de France. Il y avait 1 an que ce jeune prince était auprès du duc dans l'espoir d'obtenir sa fille. Il avait fini par se lasser de tant de délais et de fausses promesses. Son père, le roi de Naples, s'était dans cet intervalle réconcilié avec le roi. Les conseillers qu'il avait auprès de lui voyaient que le duc de Bourgogne laissait aussi espérer le même mariage, soit à la duchesse de Savoie pour son fils, soit à l'empereur pour l'archiduc Maximilien. Le duc se porta en avant avec une avant-garde considérable. Les Suisses avaient marché de leur côté et se tenaient maintenant sur l'autre revers des collines, toujours abrités par la forêt. La pluie avait continué à tomber en abondance, le ciel était couvert de nuages. Après plusieurs heures, voyant que leurs ennemis conservaient la même position et semblaient ne pas accepter le combat, les Bourguignons, trempés par la pluie, commencèrent à se retirer vers leur camp. La poudre était mouillée dans les chariots, les cordes des arcs étaient humides et sans ressort. Les hommes étaient harassés par cette longue et pénible attente. Le camp des Bourguignons était fortement retranché par un fossé et une haie vive. Les Suisses y firent 2 attaques. Mais le retranchement était défendu par une puissante artillerie. Elle faisait de grands ravages et emportait des rangs entiers. La cavalerie lorraine s'avança et plus d'1 homme d'armes fut abattu. Le duc René eut un cheval tué sous lui. Les cavaliers bourguignons se lancèrent sur sa troupe. Cependant, comme les meilleurs canonniers de l'armée de Bourgogne avaient été tués au siège de Morat, les bombardes et les grosses coulevrines étaient souvent ajustées trop haut et tirées dans les arbres. Le duc ne savait nullement en quel nombre étaient les Suisses et leur croyait beaucoup moins de force qu'ils n'en avaient.
Les voyant d'abord ne pas accepter le combat qu'on venait leur offrir, il s'était confirmé dans l'idée de leur faiblesse. De sorte que, lorsqu'un instant après qu'il fut rentré dans son camp, on lui annonça que leur armée se mettait en mouvement. Il ne voulut point le croire, et, comme le gentilhomme qui le lui disait assurait l'avoir vu de ses yeux, il lui adressa de dures et injurieuses paroles. Bientôt il n'en put douter et courut au lieu de l'attaque. Elle durait depuis assez longtemps. Les assauts des Suisses étaient repoussés l'un après l'autre. Déjà le duc avait bonne espérance de la victoire, lorsqu'il entendit à sa droite de grands cris et un tumulte extraordinaire. Bientôt le désordre fut complet. Le fossé et la haie furent forcés de toutes parts. L'artillerie tomba aux mains des Suisses, qui la tournèrent aussitôt contre les Bourguignons. En ce lieu, le combat fut disputé et sanglant. Les archers à cheval de la garde, tous les gens de l'hôtel montrèrent un merveilleux courage. Mais les comtes de Gruyère et le duc de Lorraine, plus ardents de haine et de vengeance que qui que ce soit contre le duc Charles, arrivèrent avec leur cavalerie et soutinrent vaillamment le choc des plus vaillants hommes d'armes de l'armée de Bourgogne. L'aile droite des Bourguignons était entièrement rompue. Bientôt, l'arrière-garde des Suisses, ayant continué le mouvement que l'armée venait de faire, toujours s'avançant et se déployant sur la gauche, tourna entièrement les positions du camp des Bourguignons et se montra derrière leur corps de bataille. Pendant ce temps-là, le comte de Romont, campé de l'autre côté de la ville et inquiété par une fausse attaque, ne pouvait être d'aucun secours. Il y eut encore quelques combats à l'aile gauche, mais lorsqu'on vit tomber la bannière du grand bâtard, il ne resta plus d'espoir. Toute l'armée était en désordre et dispersée. Le duc lui-même, ne voyant plus de ressources et dans un morne désespoir, songea à une prompte fuite. Il fallait se hâter, car de la façon dont la bataille s'était donnée, les Suisses étaient maîtres des chemins de Lausanne et du pays de Vaud. La retraite était coupée. Aussi le duc, qui avait encore 3000 chevaux, les vit bientôt dispersés, et ce fut à grand-peine qu'il gagna Morges, après une course de 12 lieues, ayant encore une fois perdu son armée. 3 mois et demi s'étaient passés depuis la journée de Grandson. Après sa fuite, le champ de bataille ne fut plus qu'un lieu de carnage. Les Suisses parcouraient ce large espace sans trouver nulle résistance, tuant tout ce qu'ils rencontraient devant eux, refusant impitoyablement merci et criant à ceux qui imploraient miséricorde « Grandson !» Cette fois, on ne manquait pas de cavalerie pour suivre les fuyards. Les gens du comte de Gruyère et les hommes d'armes autrichiens et lorrains coururent la route, ne laissant aucun refuge aux ennemis épars de tous côtés. C'étaient surtout les Lombards qui ne trouvaient nulle pitié. On en égorgea un grand nombre. La plupart de ces cavaliers s'enfoncèrent dans la fange et dans les roseaux. D'autres allèrent trop avant dans le lac et se noyèrent. D'ailleurs, les Suisses les poursuivaient jusque dans l'eau, leur tiraient des flèches, les tuaient à coups d'arquebuse et montaient dans des nacelles pour aller les achever. On vit en plus d'un endroit l'eau du lac se rougir de sang. 3 siècles après, les pêcheurs retiraient encore de temps en temps des armures et des cuirasses dans leurs filets. Enfin, on estime qu'il périt à Morat 8 ou 10 000 hommes de l'armée du duc de Bourgogne, et plus de la moitié fut tuée de sang-froid après la bataille. Jamais les Suisses n'avaient montré tant de haine pour leurs ennemis. Cruel comme à Morat, fut longtemps un dicton populaire. Le camp du duc de Bourgogne tomba encore une fois aux mains des Suisses. Il n'était plus aussi riche qu'à Grandson, toutefois les provisions de vivres et les munitions de toutes sortes étaient en abondance. L'artillerie était nombreuse, elle fut partagée entre les alliés. Le duc René reconnut ses canons de Lorraine, ils lui furent rendus, et les Suisses, pour lui montrer toute leur affection, lui donnèrent la baraque de charpente qui servait de logis au duc de Bourgogne. Elle était encore assez belle et riche. Il s'y trouva de magnifiques étoffes, de rares fourrures, des armes d'un beau travail, une chapelle précieuse. Un beau portrait du duc Charles fut placé à l'hôtel de ville de Morat. Les gens de toutes sortes que traînait après elle cette armée, les marchands, les valets, les filles de mauvaise vie, qui étaient au nombre de 2000 environ, se répandirent çà et là, se cachèrent dans les bois, demandèrent asile aux paysans et regagnèrent à grand-peine le pays de Vaud ou la comté de Bourgogne. Après 3 jours passés sur le champ de bataille, afin de maintenir contre tout venant selon les anciennes coutumes que la victoire était bien gagnée, les Suisses s'occupèrent à enterrer les morts. On creusa auprès de Morat une immense fosse, on y jeta les cadavres en les recouvrant de chaux vives. 4 années après, lorsque ces corps furent consumés, une chapelle fut construite où l'on entassa les ossements retirés de la fosse.
Elle se nommait communément l'ossuaire des Bourguignons.